Ça fait un moment qu'on vous propose des hors-séries consacrés aux véhicules électriques de tout type, du skateboard à la moto. On a évacué l'aspect automobile, mais c'est pas bien grave, on aura l'occasion de l'aborder à d'autres occasions, évidemment. On vous propose de terminer cette série de hors-séries consacrée à cette mobilité douce avec des engins un petit peu atypiques, il faut bien le dire. Et pour parler de tout ça, on a nos deux intervenants habituels dans cette série de hors-série. Il y a de ce côté-ci Sébastien, avec ses pertinentes questions posées à Bruno. Salut Bruno. C'est notre consultant électricité, electricity.lu, c'est le nom de son site, c'est également son magasin, il en a 3 au Luxembourg. C'est pas juste pour faire de la pub, mais c'est aussi pour dire qu'il y a énormément de véhicules qui passent entre ses mains et également de clients qui viennent lui en parler. Et j'imagine que c'est un échange permanent parce que ça se vend pas comme on vendrait un sachet de frites. À un moment donné, le client il revient pour en parler de son achat, de son acquisition. Il y a quand même un échange qui se fait dans ce genre de choses. C'est des nouvelles technologies, donc j'imagine que c'est important pour tout le monde, y compris pour toi, Bruno. Oui, effectivement. Donc il y a un vrai process de test. On est régulièrement contacté d'une part par les clients, mais d'autre part par les constructeurs. Donc on reçoit tous les jours des dizaines d'emails, voire presque des dizaines d'emails, de différents constructeurs chinois, surtout, on va dire, qui nous proposent des nouveaux engins révolutionnaires à 2, 3, 4 roues, équilibrés, auto-équilibrés, rouge, vert, avec guidon, sans guidon. Donc on doit nous filtrer un peu ce qui est utile, mais d'autre part, les clients potentiels, ils ont tous Internet, ils voient tous passer des prototypes, des idées, et ils viennent nous voir, ils nous disent, mais vous l'avez déjà, le nouveau X machin truc à 3 roues, là? Est-ce que ce sont tous des geeks ou pas? Non, généralement non. C'est des gens qui ont soit un besoin de transport, soit des gigs, effectivement, mais généralement, c'est vraiment, ils voient ça plus comme un moyen de se déplacer, plutôt qu'un gadget, parce que généralement, ces engins-là sont quand même assez chers. Bon, acheter quelque chose pour que ça soit à l'arrêt, c'est pas trop ça. Non, c'est pas fort intéressant. Donc, au niveau de l'achat, c'est un achat réfléchi, on l'imagine, parce qu'on est quand même dans des budgets qui sont des fois intéressants, mais quand même conséquents. C'est un investissement, quoi qu'on en dise. Même 1 000 €, c'est un investissement. Donc, c'est a priori réfléchi. C'est moins ludique que pratique. Oui, en fait, les deux. On va essayer de combiner les deux. Les gens essaient de combiner les deux. On a vu au cours du développement que certains produits que nous, on estimait pratiques sont pas très cool. Et donc, les gens n'aiment pas trop ces engins-là. Donc, ils vont préférer parfois des engins fun, qui seront peut-être un petit peu plus physiques, mais qui vont leur faire plus plaisir. Parce que l'idée aussi, c'est de se déplacer efficacement, oui, mais de façon intéressante. D'être justement, si déjà on va dans l'électrique, de ne pas le faire comme tout le monde. Donc, on va pas aller plutôt sur des vélos électriques. Un vélo, ça reste un vélo, électrique ou pas. Parfois, l'électrique est tellement bien caché qu'on ne le voit pas. On va vouloir avoir des engins un peu plus hors normes. Ça, on l'a vu, on le connaît avec des gyropodes ou autres, mais voire bien plus hors normes. C'est l'objet de ce hors-série supplémentaire, justement. Merci de l'approcher comme ça, Bruno. C'est justement ces engins atypiques, comme tu disais. Alors, il y a le skateboard, est-ce qu'on peut le classer dans les atypiques? Oui, sans doute, parce que c'est peut-être le plus attendu des atypiques, j'ai envie de dire, parce qu'il y a bien des autres choses, des trucs un peu particuliers qui existent également. Mais on peut commencer peut-être par le skateboard électrique. Est-ce qu'il y a de la demande pour ça? Alors, on l'a déjà évoqué dans les précédents hors-séries consacrés à cette mobilité douce, c'est que toutes les villes et tous les endroits, tous les lieux ne se prêtent pas nécessairement à ce type d'engin. Législation oblige ou topographie des lieux tout simplement. Mais est-ce que le skateboard a son succès à lui propre, on va dire?
Le skateboard dépend beaucoup de où on va l'utiliser, effectivement. Déjà, la ville, si on l'utilise dans la ville, doit être adaptée, mais la législation aussi. Après, bon, les skateboarders sont toujours des rebelles. Hein. Si la loi l'interdit, c'est justement là qu'ils vont vouloir l'utiliser. Mais un skateboard, même électrique, reste un skateboard. Donc, on a l'avantage sur un skateboard électrique de ne pas devoir pousser avec le pied, généralement. Donc, on a une petite gâchette où on va accélérer et freiner. Le reste de l'engin reste utilisable de la même manière. On part souvent dans des longboards plutôt que des petits skateboards, parce qu'on a plus de place pour mettre les batteries en dessous. On trouve des skateboards électriques très flexibles et très légers, hein, qui pèsent à peine 6 kilos, qui ont des autonomies qui vont jusqu'à 20 km et font des vitesses de pointe de 20 km en électrique. Après, ce qui est très répandu, c'est les skateboards électriques tout terrain, avec des grosses roues, avec des pneus, des vrais pneus. Et là, il y a un vrai intérêt, parce que là, on va vraiment dans les bois faire des acrobaties, faire du hors-piste. Ce n'est plus du skateboard de ville comme on le connaît. Hein. Le skateboard de ville, on va dire qu'il est surtout utilisé le long des plages, là où la météo le permet aussi, en Californie. Sur les digues, là où c'est bien plat. Voilà, donc sur les villes, la législation dit que souvent on ne peut pas utiliser le skateboard sur la chaussée, donc on est sur le trottoir, monter et descendre un trottoir avec un skateboard électrique qui est quand même plus lourd qu'un skateboard normal et moins flexible, avec plus de technologie embarquée, quand même quelque chose d'assez dangereux pour l'appareil, pas pour la personne, mais pour l'appareil, on risque d'endommager. Donc c'est pas quelque chose qui fonctionne très bien, mais je pense que c'est surtout la technologie qui est la législation qui est un frein, et le fait qu'un skateboard est beaucoup moins flexible qu'un vélo, qu'une trottinette. Bien sûr. Ça mène une question qu'on n'a pas encore abordée dans nos hors-séries consacrées à ces engins, c'est la question de l'assurance. Est-ce que les assureurs assurent de la même manière ce type, enfin, est-ce qu'il y a des assurances propres d'abord pour ce genre d'appareil, et est-ce que quand on utilise une moto, comme on en avait déjà parlé, ou un vélo électrique, est-ce qu'on est assuré de la même manière que si on a une assurance familiale classique ou une assurance moto par exemple? Pour les motos électriques, ça c'est très simple, c'est une moto normale, donc les assurances motos sont les mêmes, avec la petite différence que normalement les assurances sont calculées sur la puissance, et comme l'homologation des véhicules électriques elle est calculée d'une autre manière, donc on a une assurance qui est moins onéreuse. Donc ça c'est un vrai avantage. On paye moins de taxes aussi, qui de nos jours sont souvent calculées sur le taux de CO qu'émet un moteur. Bon, comme les motos électriques et les autres engins électriques n'émettent pas de CO, généralement ces taxes sont zéro, voire très réduites. Sur les autres véhicules électriques, sur les vélos, on est de la même manière que sur un vélo classique. Tout dépend de la personne. Si vous voulez assurer un vélo en carbone qui vaut 10 000 euros, vous allez l'assurer contre le vol. Normalement, c'est une responsabilité civile classique qui va prendre en charge tous les dégâts qu'on va occasionner quand on a un accident. C'est clair que si on a un gyropode à plus de 8 000 euros pour un Segway, on a intérêt à être bien assuré quand même. Bien sûr, oui. Oui, puis je pensais également aux dégâts que ça peut occasionner sur autrui. Par exemple, vous êtes en skateboard électrique dans un piétonnier. A priori, il n'y a pas trop de danger, mais on peut toujours rentrer en collision avec quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Là, une simple responsabilité civile devrait faire l'affaire, a priori. Hein. Tout à fait, oui. Alors, il y a les skateboards, et puis alors, une catégorie assez particulière, ce sont les patins à roulettes électriques. Alors moi, je pensais que le patinage à roulettes, c'était plutôt sportif. Alors, du coup, en faire des électriques, je comprends moins bien. Oui, bon là on rentre dans la catégorie déjà un peu loufoque et un peu plus prototypée des véhicules électriques, effectivement. Bon, les gens se sont dit, les ingénieurs se sont dit, les inventeurs se sont dit, bon, pourquoi pas les patins à roulettes, pas les inline skate, pas ceux en ligne, mais ceux avec 4 roues qu'on connaît vraiment des années 70. Hein. Et oui, j'ai dit 70 comme en Belgique, comme en France, 70. Pour nos amis français. Effectivement, là, on va pouvoir greffer un petit moteur et mettre une petite batterie sur les 2 patins, parce qu'il faut bien avoir une batterie sur les 2. Hein. Si on a 2 moteurs, on a 2 batteries nécessairement. Et donc, il existe quelques marques qui ont fait des prototypes et même lancé des projets Kickstarter pour lancer le développement. Mais c'est vrai que c'est pas encore abouti. On n'a pas les mêmes sensations que sur un patin
Les patins normales n'ont pas les mêmes vitesses, donc c'est pas encore au point, mais un jour ou l'autre, ça va être au point. Quand on a un patin qui n'est pas chargé et l'autre oui, on tourne en rond. C'est un peu ça l'idée. Quoi d'autre? Alors, les prototypes, tu nous l'avais déjà dit, les fournisseurs te proposent régulièrement des objets atypiques. Qu'est-ce qui est le plus atypique, ou qu'est-ce que tu as eu l'occasion de tester récemment, que tu n'as peut-être pas mis en vente parce que tu n'y crois pas encore, ou que c'était vraiment de l'ordre du prototype, ou qu'est-ce qu'il y a d'original? À quoi peut-on s'attendre dans les prochains mois, les prochaines semaines? Bon, on va avoir beaucoup d'engins qui vont débarquer, qui vont être vendus, qui vont avoir un certain succès, comme les hoverboards, les smartboards plutôt. Ça a un intérêt qui sera un effet de mode, effectivement. Mais un vrai succès commercial, ça, c'est indéniable. Il y en a des milliers, des dizaines de milliers qui se sont vendus pour Noël de l'année passée. C'est un effet qui est en train de s'estomper, et on voit de moins en moins ce genre d'engins se vendre. On voit encore quelques utilisateurs, mais quand ils vont grandir, c'est souvent des jeunes, ils vont passer à autre chose. Mais bon, ils sont déjà dans le monde électrique, donc ça ne les empêchera pas d'utiliser d'autres engins qu'on vient de citer, qu'on a cités dans d'autres hors-série. Mais effectivement, des engins atypiques, ça on en a vu depuis que l'électrique existe, bien avant encore les gyropodes, qui sont parmi les premiers véhicules électriques modernes, on va dire. Mais Segway même a lancé par exemple l'idée d'une voiture auto-équilibrée sur 2 roues parallèles, où on pouvait avoir 2 personnes assises côte à côte. Un projet qui a été développé par General Motors conjointement avec Segway, mais qui n'a jamais abouti et est resté au niveau du prototype. C'est rigolo ça. Donc c'est vraiment comme une espèce de smart, mais à 2 roues, quoi. Exactement. Donc où on aura un petit joystick pour accélérer et pour freiner, pour tourner. Pour tourner sur place. Je voyais le bras de Sébastien qui s'était levé. Oui, et attends, je sais pas si vous vous souvenez d'un truc qu'on avait fait aussi en Belgique, il me semble que c'était en Belgique il y a très longtemps, c'était la valise électrique. Oui, effectivement, avec 4 petites roulettes en dessous de la valise, on s'asseyait sur la valise et voilà. Je sais pas si c'était dans une blague ou si c'était vrai ou pas, je ne sais plus. J'ai l'impression que c'est un truc des snuls. Non, je pense que ce truc existait. Ah bon, d'accord. Okay. Ça existait. Ça a existé et ça a été commercialisé. Ça l'est toujours d'ailleurs. Je ne me souviens plus de la marque, mais effectivement, donc c'est une valise qu'on peut tirer normalement. On peut allumer un petit moteur, mais c'est tellement puissant qu'on peut s'asseoir dessus. C'est tellement c'est porté, quoi. Ça existe encore. Les grands aéroports, oui. Des Chinois font ça maintenant. C'est rigolo, ça. Ça ressemblerait à un gadget de Gaston Lagaffe. Soyons honnêtes. Ceci dit, il y a 2-3 trucs comme ça. Moi, parce que c'est évidemment... Bon, après, il y a du design aussi autour de ces engins pour essayer de les vendre. Mais quand je vois le monoroue, par exemple, le Ninebot dont on a eu l'occasion de parler, ça me fait penser graphiquement, on va dire, à des engins des années 70 qu'on aurait pu imaginer futuristes à l'époque, mais dans des codes graphiques et de design des années 70. Je me trompe, ou il y a aussi une recherche de ce côté-là? Oui, on essaie un peu de reproduire la science-fiction qu'on a vue dans notre jeunesse. On a des smartphones parce que dans Star Trek, ils ont utilisé des communicateurs. Faut pas oublier ça. Mais effectivement, dans le monde de la bande dessinée, aussi souvent nippone, on a des engins un peu loufoques, et certains designers s'inspirent de ces engins-là. Et on voit apparaître effectivement des prototypes qui de nos jours sont réalisables techniquement. Parce qu'on a la technologie pour, et on voit des espèces de motos à 1 roue venir sur le marché, même des engins qui fonctionnent, des prototypes. Après, bon, ces sociétés-là essaient d'avoir les fonds, ne les ont pas toujours, mais après il y a aussi le mode de fonctionnement. Est-ce que c'est quelque chose qui pourra cohabiter sur nos routes avec d'autres engins? Est-ce que les gens pourront les maîtriser? Est-ce qu'il faudra un apprentissage spécial? Est-ce que les gens se sentiront assez sûrs pour l'acheter ou pas? C'est la grande question. Sébastien? Oui, alors, j'aime bien, c'est que tu parles des engins pour mettre sur nos routes. Et est-ce que finalement la question n'est pas toujours d'être un moyen de locomotion, mais est-ce qu'on doit vraiment toujours se limiter à la route? Parce que bon, il y a des gars qui font des expériences avec des drones et qui ont déjà réussi. C'était un Anglais, je pense, à faire un truc dans un parc et à lever son petit drone avec lui tout seul de quelques mètres. Mais au final, est-ce que le contact avec la route est toujours
obligatoire. Il va loin. Non, effectivement, mais les engins volants, ça là, on est vraiment dans la science-fiction. Oui. Hein. Mais l'espace aérien est quand même très clairement codifié. Donc on a des avions, on a des hélicoptères et des ULM, ce genre d'engins, des parachutes, des ailes Delta. Tout ça existe déjà. On n'a pas besoin d'électrique pour. Et depuis très longtemps aussi. Hein. Depuis très longtemps. Oui, non, mais ça existe en moteur à combustion. Mais moi, je te parle pas forcément d'aller à 200 mètres de haut. Je veux dire, je peux me déplacer d'un point A à un point B à 10 cm du sol, je suis très content. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Oui. Mais là, je m'en fous du trou, comme ça. Ça pose le problème du contrôle. Un avion, il vole droit et il tourne, mais il doit se poser à un certain moment. Oui. On peut pas s'arrêter en plein vol, on peut pas être à l'arrêt. Avec un hélicoptère, oui, un drone géant, on va dire, est en fait un hélicoptère. Oui. Mais là, et si ça rentre dans la catégorie de l'hélicoptère, du moment que ça vole et que ça a des hélices et que ça fait du surplace, c'est forcément ça rentre dans la catégorie d'un hélicoptère. Et alors là, il faut un permis pour le piloter. Donc, on avait parlé dans un épisode des Technos de ces Chinois qui avaient proposé un drone habité. Hein. Je pense même que c'est toi, Sébastien, qui en avait parlé à l'époque. On s'était même posé la question de la sécurité parce que c'était un super coupe-chou avec ces hélices qui n'étaient même pas protégées. Enfin, c'était un peu particulier. Donc, c'était du prototype. Mais tu vois, aujourd'hui, si tu as une problématique pour te déplacer en Belgique, d'Anvers à Liège, c'est que tu t'es chopé je ne sais combien de trous sur la route. À partir du moment où tu touches pas la route, t'es pas obligé d'avoir une législation d'hélicoptère si t'es pas à 50 mètres de haut. Tu vois, si t'es à partir du moment où tu es à plus de 1 cm et que de la route, même quelques millimètres, ça suffirait pour ne plus avoir le problème de ce macadam qui s'use désespérément, ni même d'aquaplaning, parce que tu vois, tu touches plus la route, mais tu n'as plus de problème de glissade. Ça existe, ceci dit, il existe des moyens de se déplacer sur coussin d'air. On a même traversé la Manche avec ça pendant tout un temps. Hein. Mais c'est pas électrique, hein. C'est pas électrique. Mais on pourrait l'imaginer. Ça pourrait le devenir à un moment donné. C'est une question aussi de puissance, j'imagine, de moteur, de batterie, etc. Hein. Ça doit rentrer en ligne de compte également. Oui, c'est bien. Ah oui, alors j'ai une dernière question, parce qu'effectivement, ça c'est l'air, et puis comme on est dans le gadget, est-ce que tu as ou est-ce que tu as vu des constructeurs, je sais qu'on dévie un tout petit peu, mais qui vont plutôt sur le marin? Bah oui, ça allait être ma question par rapport aux objets atypiques. Oui, ça existe aussi, mais bon, forcément, on n'a pas trop la mer au Luxembourg. C'est vrai. J'ai pas trop moyen de le tester, mais effectivement, non, il y a des bateaux classiques, hein, électriques, mais des trucs un peu plus loufoques. Effectivement, en électrique aussi, marin. Oui, ça existe. Mais on en a parlé en off à un moment donné, parce que pour l'instant, au moment où on enregistre ces hors-séries, le temps est plutôt à la pluie, à l'humidité, et dans notre inconscient collectif, l'eau et l'électricité, ça fait pas bon ménage. Et donc, ça constitue peut-être un frein aussi, quelque part, pour l'usager de manière générale, c'est psychologiquement se dire, tiens, oui, pourquoi pas avoir une moto des mers électriques, ou un scooter des mers électriques, pourquoi pas, mais en même temps, électricité flotte, alors que tout ça, évidemment, on s'en doute, ça peut fonctionner. Tout ce dont on a parlé jusqu'à présent, tout ça est waterproof. Oui, non, on a des normes. Hein, on a généralement aussi des smartwatches. Ouais. J'ai montré un smartwatch. Voilà. Marc avait testé cette smartwatch. Ouais. Donc, elles sont étanches aussi. Ouais. Donc, il y a toute une flopée de technologies à embarquer aussi. Il existe les normes IP qui disent qu'en fait, des engins sont résistants à l'eau à un certain niveau, mais aussi à la poussière. C'est ça, oui. Donc les deux sont un problème pour les technologies électriques et électroniques. Donc il y a des normes et du moment qu'il y a cette norme-là, les engins sont testés comme il faut et on sait que en fait elles seront complètement immergeables dans l'eau ou pas, comme il y a des smartphones qu'on peut immerger dans l'eau aussi. Hein, les derniers Samsung le sont à nouveau. Effectivement, les monoroues clairement qui sont plus au contact de l'eau que même
une trottinette ou un vélo. Un vélo est moins en contact, l'électronique d'un vélo est moins en contact avec l'eau qu'un engin qui est beaucoup plus proche du sol, on va dire. Donc, ces normes existent et généralement, ces engins sont tous très bien testés, jusqu'à un point que les motos électriques sont testées dans un simulateur de tempête. Ah oui. Pendant un quart d'heure pour voir si tout est bien étanche, parce qu'en fait, ces engins-là, comme ils sont construits en Californie, ils peuvent pas le tester dehors parce qu'il pleut pas souvent. C'est ça. Donc, ils ont besoin d'un simulateur de pluie. Oui, ah bah oui, c'est juste. Donc oui, ça complique un petit peu les choses. Puis pour rappeler également, puisqu'on parle on parlait de l'eau et autres, c'est que les principaux sous-marins de la Seconde Guerre mondiale étaient tous électriques, enfin ils étaient diesel, mais ils pouvaient fonctionner aussi à l'électrique avec des batteries en veux-tu en voilà. Donc c'est un mode de fonctionnement, l'électricité, qui n'est pas non plus, là on en parle dans un podcast high-tech, parce qu'on a miniaturisé tout ça et qu'on en fait des choses assez incroyables aujourd'hui, mais c'est pas neuf non plus, on est dans une évolution en quelque sorte. Sébastien, pour conclure peut-être. Oui, tu sais que les sous-marins actuels, nucléaires, ça reste toujours aussi de l'électricité. Oui, bien sûr, oui, mais c'est pour le fixer dans le temps, c'est ça que je voulais dire. Oui, et en fait, je voulais juste rajouter 2 points sur ton côté, la peur de l'électrique, parce que moi, de mon côté, j'ai absolument pas peur de l'électrique. C'est pas une question de peur, c'est une question de juste logique dans son esprit. Électricité, flotte. Ben oui, mais c'est qu'on n'est pas dans du 220 volts, la plupart de ces moteurs c'est du 12 volts à tout casser, alors effectivement, après, ça dépend de l'ampérage. Tu peux avoir très très mal quand tu te prends un gros coup de 12 volts dans la gueule. En général, c'est de 12 volts. Donc, ma question n'était pas une question de sécurité, c'était plus une question de se dire, un court-circuit, l'eau est un conducteur, donc 12 volts, un court-circuit, ça reste un court-circuit. Ça reste un court-circuit, mais ça, c'était la deuxième partie de ma réponse que je voulais te rajouter. C'était que tu sais que la plupart des bateaux qui sont utilisés aujourd'hui, même petits bateaux de tourisme de 4-5 personnes, ont quand même de l'électrique à bord. Parce que, à moins que tu pilotes le moteur à la main, ce qui se fait dans les plus petits des bateaux, ils ont de l'électricité, tout n'est pas que mécanique dans le bateau. Donc, ça se fait depuis des années. L'électricité et l'eau vivent relativement bien. D'accord, voilà. Bon, c'était une remarque. Voilà. On a fait un peu le tour, et on a fait même un grand tour si on prend en considération l'ensemble des hors-séries qu'on vous a proposés concernant cette mobilité électrique, à moins de 4 roues, on va dire ça comme ça, puisqu'on n'a pas abordé les voitures, mais on aura encore l'occasion de le faire plus tard. Ici, c'était avec notre nouveau consultant, dont on est très fiers, qui s'appelle Bruno, qui nous parle depuis le Luxembourg, où il commercialise justement ces engins, et donc c'est l'avantage qu'il a, c'est qu'il est en contact avec tous ces outils pour en parler. C'est mieux d'avoir quelqu'un qui soit en contact avec que voilà. Et donc merci encore à toi Bruno, on espère te revoir très prochainement dans les technos, puisque je pense que tu es un geek aussi, tu es un technophile également, et que tu as plein de choses à nous dire en dehors de ton domaine d'activité. Je pense que l'occasion se représentera de te retrouver parmi nous, Tout à fait. J'ai connu Sébastien sur les bancs d'université, faisant mes études d'analyste programmeur, donc je suis un geek et je suis un programmeur à la base. Voilà, et donc du coup, on sait que tu es du même âge que Sébastien. Eh bien, absolument pas, parce qu'au Luxembourg, ils ont une 7e ou 8e, je sais plus combien. Ils ont 12 ans d'université. Non, mais ils arrivent à l'université 1 an plus tard que nous déjà. Oui, en fait, on a 1 an de secondaire de plus, mais Sébastien était précoce aussi. Ah oui, moi j'ai 1 an de moins. Donc. Steve, comme vous l'appelez, Steve était précoce. C'est vrai que quelqu'un s'appelle Steve, je ne sais pas pourquoi. Merci en tout cas à tous les deux, Sébastien également. On se retrouve très bientôt et continuer de passer de bons moments. Et puis si vous avez envie justement de vous intéresser de près à cette technologie, on vous renvoie bien entendu au site de Bruno, electricity.lu, et puis passez également nous voir sur lestechno.be ou sur informaticien.be. Là aussi vous aurez des informations et des liens qui vont bien vers tous ces appareils très divers et variés, et on aura certainement l'occasion encore d'en reparler. Merci à tous, à très bientôt, au revoir.